Un voyou noir au volant d'un SUV gouvernemental. Retourne frimer dans ton ghetto, hurla l'officier Delroy, bloquant le véhicule au poste de contrôle. D'un geste brusque, il arracha la portière, empoigna le volant avec une violence contenue et fracassa le pare-brise d'un coup rageur. Puis il traîna la femme hors de la voiture et la frappa en plein torse, là où brillait l'insigne de son uniforme militaire. Il ne daigna même pas y jeter un regard. Ce qu'il ignorait, c'était qu'elle n'était pas une simple conductrice. Elle était major général de l'armée des États-Unis, tout juste rentrée de Bruxelles, où elle avait accès aux systèmes de combat les plus confidentiels du pays. Quand celle qui est frappée est aussi celle qui a juré de protéger la nation, qui rend vraiment la justice? Là où vous vivez, la loi juge-t-elle selon la couleur de votre peau ou selon votre grade? Le soleil glissait sur l'autoroute comme une lame de feu, projetant une lumière crue sur la peinture gris-froid du SUV militaire, immobile sur le bas-côté. Deux mains sombres, crispées sur le volant, reposaient sur le capot poussiéreux. Les jointures saillantes tremblaient légèrement, comme si elles retenaient quelque chose de bien plus grand que la colère. Elle ne gémissait pas, ne respirait pas fort, ne résistait pas. Derrière ses lunettes noires, son visage restait impassible, silhouette rigide, presque statique. Personne ne pouvait deviner ses pensées. Et c'était précisément cela qui irritait Rick Delroy. La voiture de patrouille dérapa brutalement pour se positionner, ses pneus arrière traçant un arc rouge sur l'asphalte. Rick en sortit, matraque à la ceinture, arme pendant comme une extension de son corps. Sans saluer, sans demander de papier, il marcha droit vers la fenêtre, frappa 2 fois du poing, puis se pencha. Sa voix s'enroula comme un serpent. Chaque mot était une menace à peine voilée. Tu te caches là-dedans? De la contrebande ou de la dignité? La femme ne bougea pas assise, lèvres closes, son regard derrière les verres fixait l'horizon. Pas un sillement, pas un signe, pas un défi. Ce silence seul, fit craquer Rick. Il abattit sa main, saisit la poignée, ouvrit la portière et aboya, dehors. Il n'y avait ni mandat, ni raison, juste un caprice distribué gratuitement à quiconque ne plaisait pas à son regard. Rick arracha la portière, empoigna le bras de la femme et tira. Elle ne résista pas, mais son immobilité la rendait lourde, comme une statue de bronze contente de renverser. Il la tordit, plaqua son torse contre le capot avec une force qui fit trembler le véhicule. Puis la matraque s'abattit. Le premier coup frappa son épaule, le second son dos. Au troisième, Rick siffla entre ses dents avant de l'écraser sur la joue gauche. Un bruit sourd résonna. Pas un cri, juste l'écho d'un visage humain heurtant le métal, frappé par une autorité débridée. Le capot se creusa sous son corps, et dans cette entaille, son visage ensanglanté se refléta, déformé, taché, mais avec des yeux toujours ardents. Une femme blanche de l'autre côté de la rue hurla, elle n'a rien fait. Mon Dieu, vous frappez une personne désarmée. Rick se retourna, le visage empourpré, non pas de honte, mais d'agacement face à l'interruption. Il rugit, taisez-vous, ordure libérale. Allez élever votre gosse. Puis il se baissa, ramassa les lunettes tombées du visage d'Aurora, les observa une seconde, avant de les jeter au sol et de les écraser sous le talon de sa botte noire. Personne ne cache sa nature derrière des verres teintés. Le craquement résonna comme une confiance brisée. Pas celle d'Aurora, mais celle des témoins, figés, impuissants. Aurora gisait sur le flanc, une moitié de son visage pressé contre le métal brûlant. La sueur et le sang se mêlaient en un filet mince, mais sa main ne lâchait pas. Malgré les coups, malgré la violence, ses doigts s'agrippaient encore au volant, comme si c'était la dernière chose qui la rattachait à elle-même. Ses jointures saignaient, un rouge profond gouttant le long de son poignet, chaque goutte sifflant sur l'asphalte brûlant. Rick ne dit rien de plus. Il lui passa les menottes, tirant si fort qu'Aurora vacilla. Mais elle ne tomba pas. Elle se redressa, pouce par pouce, comme une ombre légère mais forgée dans l'acier. Un souffle de vent écarta ses mèches. À cet instant, personne n'osa la qualifier de faible. Elle n'avait pas besoin de parler. Ses yeux, même sans lunettes, tranchaient le visage de Rick comme une lame de glace. Un homme à proximité tendit la main vers son téléphone pour filmer, puis hésita, non par peur de Rick, mais parce qu'il n'avait pas encore trouvé le courage d'affronter les conséquences de la vérité. Mais tous ne restèrent pas silencieux. Plus loin, un étudiant filmait depuis le début. Pas de cris, pas de commentaires, juste un enregistrement muet de chaque coup, chaque pas, chaque atteinte à la dignité d'une personne. Rick traîna Aurora vers la voiture de patrouille,
ouvrit la portière et la poussa à l'arrière comme on jette un sac. Elle ne se débattit pas, mais sa posture, trop droite, trop résolue, trop en décalage avec l'image que Rick voulait projeter, le troubla. « Silence, madame, marmonna-t-il. Tout ce que vous aviez, ça ne compte plus. » Il claqua la portière. Le claquement métallique sonna comme un verdict, mais pas destiné à Aurora. La foule s'amassait. Certains discutaient, d'autres diffusaient en direct, d'autres encore regardaient, hypnotisés, comme face à un accident dont ils savaient l'issue tragique mais qu'ils ne pouvaient détourner les yeux. Aurora ne parlait pas, n'avait pas besoin de parler. Le sang coulait de sa lèvre, les marques de la matraque encore visibles sur sa joue, mais son regard portait quelque chose d'indicible, quelque chose qui s'insinuait dans les colonnes vertébrales et y restait. Pendant les 8 minutes où tout se déroula, Aurora ne dit rien. Elle ne pleura pas, ne supplia pas, n'appela personne. Mais tout le quartier entendit quelque chose exploser en eux. Pas la matraque, pas Rick, mais le son de quelque chose de longtemps oublié, l'honneur, l'humanité, ou un réveil enfoui. Brisé par une fausse autorité. Et tandis que Rick s'installait au volant pour partir, il ne réalisa pas que l'entaille sur le capot n'était pas seulement physique. Elle avait creusé un vide dans le système qu'il croyait intouchable. Aurora n'avait pas besoin de parler. Son sang, les lunettes brisées sous ses pieds, et le volant, encore marqué par son emprise, parlaient pour elle. À cet instant précis, le vent se leva, charriant la poussière dans un sentiment que Rick ne pouvait nommer, mais que tous autour pouvaient ressentir. Quelque chose s'était éveillé. Pas Aurora, mais la justice. Le vent ne s'arrêta pas. Il s'infiltra par la vitre fissurée de la voiture de patrouille, effleurant la joue d'Aurora, comme pour essuyer le sang séché collé à sa peau. Mais elle ne l'essuya pas. Elle resta immobile, les yeux fixés sur le vide devant elle. Une main agrippait le cadre de la portière, comme si elle ne pouvait croire que son corps était enfermé là-dedans. Pas une prison, mais une machine conçue pour une humiliation légale. Rick ouvrit la portière arrière avec un claquement sec. Il se pencha et arracha un sac de toile grise sous les pieds d'Aurora, ses mains gantées le traitant non comme un bien personnel, mais comme une pièce à conviction. Il l'ouvrit avec un souffle d'impatience, fouillant comme s'il s'agissait d'ordures. Un à un, les objets furent jetés, un carnet usé, une paire de gants tactiques, un pointeur laser noir, jusqu'à un petit portefeuille en cuir brut. Il l'ouvrit, feuilleta les compartiments rapidement, et s'arrêta sur une carte plastifiée bordée d'or, avec un sceau discret du département de la Défense. Rick ricana. Il leva la carte à la lumière, secouant la tête. On peut fabriquer ça sur eBay. Puis il lâcha la carte. Elle tourbillonna, heurta l'asphalte avec un claquement métallique froid, et resta là, un coin taché de sang. Aurora fixa la carte. Elle ne dit rien. Pas de réaction, pas de regard, pas de grimace. Elle ouvrit simplement la portière et sortit sur des jambes tremblantes. Encore secouée par les coups, elle se baissa lentement et ramassa la carte avec 2 doigts. Pas comme on ramasse un déchet, mais comme on récupère son nom dans un tas d'erreurs. Rick se tenait sur le marchepied du véhicule, la dominant comme un gardien. Il retroussa les lèvres, croisa les mains derrière le dos et lança ces mots comme des lames. Vous savez, si tout le monde avait une de ces cartes, l'armée ne serait qu'un groupe d'enfants déguisés jouant à la guerre. Un clic léger coupa l'air. Rick se retourna. Une jeune femme tenait son téléphone, l'objectif tremblant comme ses doigts. Rick avança. Pas de questions, pas d'avertissement. Il arracha le téléphone, le lui remit de force et grogna, « C'est une preuve ou tes 15 minutes de gloire? Tu veux devenir viral avec l'arrestation de quelqu'un d'autre ?» La femme recula, les lèvres entr'ouvertes comme pour répondre, mais aucun mot ne vint. Rick déverrouilla l'écran, consulta la vidéo qu'elle avait capturée. Il appuya sur stop, leva les yeux, froid comme l'acier, et lui rendit le téléphone. La prochaine fois que tu veux filmer, capture quelque chose qui en vaut la peine, comme tes semblables se faire tabasser pour ne pas obéir. Une autre voiture de patrouille s'arrêta de l'autre côté de la rue. La portière s'ouvrit. Un jeune officier en sortit, jetant un coup d'œil à la scène. Aurora, toujours debout, le sang coulant encore de sa joue. La carte d'identité tachée de rouge dans sa main. Rick, à 3 pas, indifférent. L'officier ne dit rien. Il ne s'approcha pas. Il resta près de sa voiture, la main sur la hanche, comme attendant des ordres de quelqu'un qui n'existait pas. Aurora se retourna lentement, le dos droit, son regard pointé directement sur la caméra du téléphone, toujours secrètement en train de filmer de l'autre côté de la route.
Un brusque coup de vent repoussa ses cheveux, et avec eux, la carte militaire glissa de ses doigts, dérivant sur les bottes de Rick. Une traînée de sang séché suivit son chemin, traçant une blessure qui ne s'était pas refermée. Rick observa la carte tournoyer et tomber, sans la ramasser. Il avança, l'écrasa sous sa botte de cuir noir, pivota et s'éloigna comme s'il venait d'aplatir un déchet. Personne ne dit un mot, mais un enfant de l'autre côté de la rue se figea. Pas à cause du sang, mais à cause du regard qu'Aurora avait lancé à cet objectif, un regard sans cri, sans supplication, juste un silence assez fort pour l'étouffer, comme s'il venait d'assister à la destruction de quelqu'un. Pas par la violence, mais par l'effacement de son humanité. Aurora se baissa à nouveau et ramassa la carte pour la deuxième fois. Elle ne l'épousseta pas, ne nettoya pas le sang. Elle la regarda simplement, comme pour confirmer quelque chose au-delà d'un nom, au-delà d'un rang, quelque chose qu'on appelle la dignité. Elle la glissa dans la poche intérieure de son manteau, le boutonna fermement et marcha vers la voiture de patrouille. Elle ne regarda ni Rick, ni personne. Personne ne l'arrêta. Personne ne parla. Toute la rue semblait enveloppée d'un linceul de deuil, où celle qui était battue restait silencieuse, et les spectateurs n'avaient pas le droit de parler pour elle. Et Rick, lui, se tenait là, englouti par un silence aussi lourd que la pierre, inconscient d'avoir souillé quelque chose qu'on ne lave pas facilement, le vrai visage du système qu'il pensait représenter. Le soleil brillait toujours. Mais dans les yeux d'Aurora, le monde n'avait jamais paru plus froid. Et puis, 6 minutes passèrent. 6 minutes où personne ne réalisa qu'il tenait une mèche allumée. 6 minutes de silence après la violence, comme une eau immobile avant une inondation. 6 minutes après qu'une vidéo, tremblante et granuleuse, filmée à moins de 10 mètres sur un vieux téléphone, fut téléchargée sur un compte TikTok anonyme nommé Justine pour le changement. 6 minutes. Puis le ton des réseaux sociaux commença à changer. Pas de légende, pas d'effets, pas de musique de fond, juste les images brutes. Une femme noire traînait hors de son véhicule, son visage écrasé contre le capot, une matraque frappant sa tête, tandis que sa main s'accrochait au volant comme si elle tenait un monde que personne d'autre ne tiendrait pour elle. En 6 minutes, la vidéo dépassa les 300 000 vues en seulement 12 minutes. Le premier commentaire était une simple ligne, à la seconde, quelqu'un dit son nom. Le troisième, si ça s'était passé à l'étranger, il y aurait déjà une émeute. 30 minutes plus tard, le hashtag assaut autoroute émergea. 1 heure plus tard, il domina les tendances de la côte. Au bout de 3 heures, plus de 50 000 tweets, des centaines de vidéos de réactions et des dizaines de fiches d'analyse. Et au milieu de ce chaos, un utilisateur Reddit nommé uodoctube-badécodé posta un long fil avec des captures d'écran de la vidéo, entourant un insigne à peine visible sur l'épaule de la femme. Quelqu'un répondit en dessous, pas possible. T'as une vision à rayon X? Mais un autre utilisateur téléchargea immédiatement une comparaison côte à côte avec les écussons de grade de l'armée américaine. Et presque instantanément, un commentaire apparut. 5 mots seulement, c'est elle, Aurora Ménard. Celui qui l'écrivit était John-Baz-Beagle, un lieutenant général à la retraite ayant servi lors de la première opération à Kandahar. Le compte était vérifié. Une seule phrase, sans explication, mais elle frappa comme un coup de feu dans le silence. Internet explosa. Le nom d'Aurora Ménard inonda les groupes Facebook de vétérans, les sous-reddits militaires, puis se répandit dans les chaînes de commentaires politiques, même sur les pages de mèmes de gauche et de droite. Personne n'était d'accord sur rien, mais tous savaient que cette vidéo n'était plus seulement l'histoire d'une brutalité. Un ancien marine posta une story Instagram. Fond noir, texte blanc. Si c'est elle, Rick vient de gifler chaque goutte de sang versée pour le drapeau. Une autre vidéo, réalisée par un youtubeur politique, décomposa image par image. Joue gauche enflée, sang coulant de l'orbite jusqu'à la bouche. Toujours pas un mot. Je n'ai jamais vu quelqu'un encaisser ça et se relever. Ce n'est pas de la résistance. C'est une preuve. Elle a déjà affronté la mort. Chaque plateforme réagit différemment. Sur Twitter, de jeunes journalistes commencèrent à taguer le FBI. Sur TikTok, les utilisateurs de la génération Z recréèrent le regard d'Aurora. Pas de mots, pas de froncement, juste ce regard. Sur Reddit, un fil émergea, qui est-elle? Avec plus de 2000 commentaires en 5 heures. L'un disait, je suis un ancien conscrit. Elle a sauvé mon unité à Fallujah. Si c'est elle, l'Amérique lui doit des excuses. Sur un serveur Discord d'une école de droit,
un professeur senior partagea la vidéo dans le canal général avec une note « Étude de cas pour la semaine prochaine ». Médias sociaux et résistance face à la force étatique. Et au cœur de cette tempête, Rick Delroy n'avait aucune idée. Il était assis dans une cuisine de banlieue avec sa femme, un tablier encore noué autour de la taille. Il mâchait un toast, riant d'un segment d'actualité locale à la télévision. L'officier Rick Delroy, réponse décisive face à un suspect non coopératif lors d'un contrôle de sécurité sur la route 17. Le présentateur gloussa, tapota le bureau et ajouta « L'assertivité des forces de l'ordre, toujours un sujet brûlant en ligne ». Rick prit une gorgée de café, secoua la tête. Ces gens ne savent rien. Ils ne savaient pas que, de l'autre côté du pays, son profil était extrait sur plusieurs plateformes. Ils ne savaient pas que l'image de lui piétinant une carte militaire était devenue un mème avec la légende « Voilà comment l'Amérique traite ceux qui la protègent ». Ils ne savaient pas que des enfants, qui jouaient autrefois à des jeux de stratégie, fouillaient maintenant les archives militaires pour retracer l'identité de cette femme. Ils ne savaient pas que, dans quelques heures, son nom ne serait plus associé à une « réponse décisive », mais à un abus de justice. Et Aurora, elle, n'avait toujours pas dit un mot. Son nom restait non confirmé. Son visage n'était encore qu'un flot ensanglanté dans un cadre de 6 minutes, mais les gens commençaient à comprendre. On n'a pas besoin de crier pour ébranler un système. Certains feux ne font aucun bruit, mais brûlent des structures entières. Il ne connaissait pas son nom, mais il savait que ce n'était pas juste une femme battue. C'était un moment qui, s'il était ignoré, pourrait coûter la capacité de distinguer à nouveau ce qui est juste de ce qui est un mensonge vêtu d'un badge. Le lendemain matin, son nom fut officiel. Il ne vint pas d'un rapport divulgué ni d'un grand titre. Il apparut en texte blanc et gras sous une diapositive lors d'un briefing interne au Pentagone. Aurora Maynard, lieutenant général, armée des États-Unis, commandant des opérations spéciales de l'OTAN, carte militaire 1389. Personne dans la salle ne pouvait respirer. La main d'un officier de communication trembla en passant à la diapositive suivante, mais plus personne n'y prêtait attention. Ces 6 mots avaient déjà démantelé tout ce qui était auparavant qualifié d'incident procédural. Des documents classifiés furent divulgués presque simultanément. Un rapport de 5 pages, autrefois marqué « IE uniquement », confirma qu'Aurora Maynard avait reçu la médaille d'honneur après une mission de vie ou de mort à la frontière syrienne. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait ramené toute son unité après 72 heures d'encerclement. Une ligne se détachait, a refusé l'évacuation par hélicoptère, et restait dans la tranchée avec son équipe jusqu'à l'extraction sécurisée. Un journaliste vétéran fixa cette phrase, puis prononça une seule ligne, « Rick a frappé une femme qui a tenu la corde de vie pour des centaines d'hommes. Il n'est pas digne de porter une arme à ses côtés. » Internet n'attendit pas de confirmation supplémentaire. Il explosa comme une salve de tir. En 8 heures, le hashtag #1389 balaya la nation. Des t-shirts portant le numéro d'identification sortirent des imprimeries indépendantes et furent expédiés dans tous les coins du pays. Certains portaient la phrase « Elle n'a pas plié. Nous non plus ». De jeunes gens se filmèrent portant les t-shirts, debout, sans dire un mot, imitant la défiance silencieuse d'Aurora face à Rick. Le mouvement « Stand Like 1389 » se répandit si rapidement que TikTok commença à signaler certaines vidéos comme contenu sensible. Une chaîne YouTube téléchargea un clip animé de 3 minutes, simple mais saisissant, retraçant le parcours d'Aurora de Fallujah à Ferguson. Chaque étape marquait un champ de bataille, Kandahar, Mossoul, Alep, puis enfin la route 17. Le titre de la vidéo, de Fallujah à Ferguson. Plus de 2 millions de vues en moins d'un jour. Le commentaire épinglé en haut venait d'un utilisateur nommé Xpose en 994, « J'étais prisonnier de guerre en Syrie. Celle qui m'a sauvé n'a pas parlé, elle m'a juste tendu une bouteille d'eau et m'a guidé à travers 4 kilomètres d'enfer. » C'était elle. Rick n'a pas frappé une femme. Il a frappé quelqu'un qui a sauvé ce pays de la guerre. Les grands médias commencèrent à mettre à jour le profil d'Aurora. Mais ils n'utilisèrent pas de titres sensationnalistes. Ils n'écrivirent pas « Général agressé ». À la place, ils adoptèrent une étrange nouvelle expression, « la femme qui porte l'ombre du Pentagone ». Un surnom que personne n'osait prononcer à la légère, car ce n'était pas juste une description. C'était une déclaration. Quiconque l'a touché un chapitre de l'histoire vivante. Ce n'est qu'alors que Rick Delroy réalisa ce qu'il avait fait. Il ne riait plus. Il ne parlait plus.
Il était assis seul dans sa voiture de patrouille, faisant défiler un flot incessant de titres sur son téléphone. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas s'il devait ressentir de la colère ou de la peur. Un titre disait, clairement, Aurora Ménard pressentie pour une promotion au rang de 4 étoiles l'année prochaine. L'incident d'agression pourrait gravement tendre les relations entre l'armée et les forces de l'ordre. Mais Aurora n'apparaissait pas. Pas d'interview, pas de déclaration. Elle n'existait qu'à travers des rapports divulgués, des médailles silencieuses et des pas inébranlables préservés dans des images tachées de sang. Elle n'avait pas besoin de parler, car le numéro 1389 était devenu un langage de résistance, d'honneur, et de quelque chose que Rick ne pourrait jamais atteindre, une crédibilité qui n'a pas besoin de défense. Et dans une image extraite de la vidéo originale, il y avait un instant où Aurora tourna la tête, ses yeux se fixant brièvement sur la caméra. Ce regard est maintenant agrandi, imprimé, suspendu à la façade d'un bâtiment universitaire en Californie. En dessous, une légende, elle n'a pas crié, mais nous n'avons pas le droit de rester silencieux. Aurora fut transférée à l'hôpital à minuit. Après avoir reçu des soins d'urgence pour des blessures causées par un coup soudain devant un poste de commandement militaire temporaire et des objectifs civils, son sang toucha le sol carrelé, autrefois marqué par les bottes de généraux. Mais personne n'osa se baisser pour l'essuyer, car tous comprirent que ce n'était pas juste du sang. C'était une preuve. C'était une mémoire. C'était une déclaration. Aurora ne dit rien. Depuis son admission à l'hôpital jusqu'à ce que le médecin recouse la plaie sur sa lèvre, elle conserva le même regard. Pas celui d'une personne blessée, mais celui de quelqu'un qui venait de se souvenir de quelque chose de longtemps enfoui. Quelque chose qui ne pouvait être mis en mots. Une mémoire qui sentait la terre brûler, les cris, et une charge étouffée par le bruit des tirs. Aucune interview ne fut autorisée. Aucun accès à ces dossiers médicaux ne fut accordé. Chaque demande des médias fut refusée sans explication. Mais le lendemain matin, sur une petite table à côté de son lit d'hôpital, une jeune infirmière trouva un papier plié, non signé, écrit au crayon dur, sans ponctuation. Une seule phrase, parce qu'il y a eu des fois où je n'avais pas le droit de me lever, je me lève cette fois. Pas de traces de larmes, pas de quête de sympathie. Mais ces mots seuls rendirent la salle de presse de l'hôpital aussi bondée qu'une audience au Congrès. Les gens commencèrent à se demander, quelles étaient ces autres fois? Quel champ de bataille? Quelle salle de réunion? Où était-ce le moment où Aurora fut forcée au silence sur une décision qui ne portait pas d'empreinte, mais son nom sur le rapport? Personne ne savait, mais tous sentaient que, cette fois, elle ne reculerait pas. Un correspondant de guerre, passant par hasard dans le couloir de l'hôpital, captura un instant unique. Aurora, debout entre deux portes vitrées coulissantes à peine fermées, éclairée à contre-jour par une lumière stérile, portant une chemise d'uniforme, encore tachée de sang séché sous son menton. Son expression n'était pas celle de la douleur. C'était le même regard que l'on trouve dans les photos d'archives de Fallujah, Khost ou Mara. Le regard d'un officier qui avait perdu des camarades, mais jamais la raison de continuer à se battre. La photo ne se répandit pas par les médias, mais par les mains de jeunes soldats. Un ancien fantassin du 421e régiment la partagea sous un reposte, je tremblais dans les tranchées, l'arme lourde, les mains gelées, mais elle passait à côté de moi comme si la peur n'existait pas. Pas parce qu'elle était sans peur, mais parce qu'elle refusait de laisser la peur exister là où quelqu'un avait encore besoin d'un chemin à suivre. Aurora n'offrait pas de mots, mais les mots des autres commencèrent à former une carte d'honneur qu'aucune institution ne pouvait effacer. Tout comme l'auteur de la vidéo originale, celui qui avait filmé le coup, reçut une lettre sans adresse de retour, envoyée anonymement. À l'intérieur, une seule phrase, « Merci de ne pas être resté silencieux ». Les lettres étaient découpées dans de vieux magazines et collées avec un adhésif sec. Pas d'empreinte. Mais le destinataire comprit que quelqu'un le protégeait. Protégeait son droit de dire la vérité, même si elle n'était ni belle, ni réconfortante. Aurora ne fit aucune déclaration. À la place, elle signa un document qui lui fut livré cette nuit-là, un formulaire de refus de poursuite. Elle refusa toute forme de représailles personnelles. Elle ne voulait personne menotter pour elle, personne licencié pour un seul coup. Mais elle savait que cet acte de retenue secourait le système plus que n'importe quel cri. Et puis, comme si un domino silencieux avait été renversé, les réponses officielles suivirent, non parce qu'elle les exigeait, mais parce que le public le faisait, non par sa volonté, mais par celle du peuple. Une enquête interne fut lancée dans les 12 heures suivant l'apparition du formulaire de refus d'Aurora dans le système sécurisé. Personne ne les avait forcés à agir,
mais c'était sa manière de ne rien exiger qui rendait l'inaction impossible. Une chaîne de télévision nationale interrompit sa couverture sportive matinale pour diffuser les développements à l'hôpital militaire central. Un sénateur, autrefois sauvé par Aurora lors d'un raid à Kandahar, apparut sur CNN, la voix tremblante. « Je suis en vie aujourd'hui grâce à elle. Pas à cause d'un coup, mais parce qu'elle a pris une balle pour moi. Quiconque la frappe ne frappe pas une personne. Il frappe l'histoire d'honneur qui nous a été confiée. » Et au milieu de tout ce tumulte, Aurora restait debout. Comme une statue de bronze, pas encore coulée, mais déjà projetant une ombre. Pas de discours, pas de poste, pas d'apparition, seulement du sang séché. Toujours sur ses lèvres, le même regard inébranlable. Et ce morceau de papier, toujours là, intact, même par la main la plus audacieuse. Parce que tous comprenaient que ce n'était pas un coup. C'était un réveil de la mémoire. Et une fois la mémoire éveillée, même le gouvernement ne peut la contraindre au silence. Personne ne se souvient exactement qui posa la question en premier. Peut-être un jeune conseiller municipal, sa plaque encore neuve sur son col. Peut-être l'avocate senior qui siégeait au comité depuis 17 ans, le visage impassible, mais ne détournant jamais les yeux du dossier. Mais ce dont tout le monde se souvient clairement, c'est la première phrase, si elle n'était pas lieutenant général, son nom serait-il même mentionné? Personne ne répondit. Personne ne voulait répondre, car la question ne visait pas un individu. Elle ciblait toute la longue rangée de fonctionnaires assis sous les lumières blanches de la salle du conseil municipal. Un lieu où chaque mot était enregistré, où chaque souffle lourd pouvait déclencher une indignation publique. Le chef de la police, Edwin Blake, était assis au centre de la table, toujours en uniforme, la poitrine couverte de médailles, mais le front trempé de sueur. Pas parce qu'il était directement en faute, mais parce que tout le monde savait. Personne n'échoue seul dans un système qui fonctionne. Rick Delroy, l'officier au centre d'une semaine de tempête médiatique, n'était qu'une fissure à la surface, mais tous regardaient au-delà du verre, dans le reflet derrière. Un système qui avait permis, qui était resté silencieux, qui avait acquiescé quand il aurait dû sonner l'alarme. Une journaliste télé, âgée de seulement 28 ans, s'avança vers le micro de la presse et demanda d'une voix tremblante mais ferme, « Monsieur, j'ai trouvé 3 emails de supervision interne envoyés au bureau de commandement ces 2 dernières années. Tous étaient des avertissements sur le comportement raciste de Rick Delroy. Pourquoi aucun n'a-t-il été suivi d'une mesure disciplinaire? » Edwin Blake passa sa langue sur ses lèvres, se pencha en avant. Il voulait parler de procédures, de protocoles et d'examens en cours, mais il vit les yeux de la journaliste et ceux des dizaines d'autres spectateurs au fond, téléphone levé, diffusion en direct, et il sut que ce n'était plus une réunion. C'était un procès silencieux. « Nous procédons à un audit interne », répondit-il. Sa voix était comme de la pierre, mais personne n'y crut. Et puis, sans avertissement, un officier d'âge moyen, assis au fond, se leva soudainement. Sa casquette tomba au sol. Il marcha lentement vers l'avant de la salle, ôta son badge de sa poitrine et le posa sur la table, juste devant le chef. « Je ne laisserai pas cet insigne mourir avec ma conscience. » Sa voix était calme, mais chaque mot tranchait l'air. « Je croyais que servir le peuple était un honneur. Mais si le silence face à l'injustice fait partie du travail, alors je n'ai plus rien à négocier. » Il n'attendit pas qu'on l'arrête, ne s'inclina pas, n'hésita pas, et marcha droit vers la sortie, laissant derrière lui une chaise vide et une salle bondée qui semblait soudain froide. Un dossier divulgué commença à se répandre depuis l'ordinateur d'un journaliste interne. C'était un vieux dossier du FBI, soumis par Rick Delroy lorsqu'il avait postulé pour rejoindre une unité de réponse rapide fédérale. La dernière ligne disait « Rejeté ». Le candidat montre une tendance à utiliser la force de manière inutile, incompatible avec les protocoles de désescalade. Un document autrefois scellé, mais désormais une preuve vivante de ce qui avait été évité pendant des années. Rick n'était jamais qualifié. Il avait simplement été autorisé à porter l'insigne et l'arme parce que c'était plus facile que de former quelqu'un à être meilleur. Ce matin-là, devant le quartier général de la police, il n'y avait ni slogan, ni haut-parleur, ni amplificateur, juste une vingtaine d'élèves du lycée, debout en silence, chacun tenant une pancarte manuscrite. « Je suis noir aussi, et je conduis un SUV. » Pas de slogan, pas de théâtralité, juste une gifle à chaque excuse jamais offerte lors de ses conférences de presse. Un fonctionnaire tenta de prendre le micro pour parler de réforme, mais le bourdonnement des alertes de notification le noya. Les médias continuaient de publier de nouveaux détails provenant des fuites, des témoignages des anciennes victimes de Rick,
des personnes qui l'avaient insulté sans motif légal, des témoins qui l'avaient vu sortir son arme pour un regard qu'il n'aimait pas. Chaque histoire n'était pas seulement une accusation contre Rick. Elle décollait les couches d'un système qui l'avait protégé trop longtemps, trop silencieusement. Rick n'avait pas encore refait surface. Mais son nom ne représentait plus un homme. Il était devenu un symbole de la vérité derrière chaque abus dans l'obscurité. Certaines lumières ne s'allument jamais. Des gens qui savaient mais ne parlaient pas. Des rapports pliés et archivés. Des justifications comme « c'était juste un éclat de rire momentané ». Et à l'autre bout de la salle, une professeure de droit pénal aux cheveux argentés, les yeux enfoncés mais clairs, se leva et posa doucement une main sur le rapport d'enquête imprimé. Elle ne regarda personne directement. Elle demanda simplement dans l'espace devant elle, qui peut dire que ça n'ignorera pas quelque chose 3 fois? Qui peut dire que ça n'ignorera pas une 4e? Personne n'osa lever les yeux, non pas parce qu'ils n'avaient pas de réponse, mais parce qu'ils étaient la réponse. Et personne, même ceux qui n'avaient jamais signé un ordre, ne pouvait se distancer de la tempête qui avait maintenant entraîné tout le mécanisme dans son tourbillon. Le chef Blake baissa les yeux sur l'insigne que son collègue avait laissé derrière lui. Sous la lumière jaune de la salle, il ne brillait plus. Comme l'honneur, une fois tombé au sol, aucune autorité ne peut le ramasser sans laisser d'empreinte. Il se réveilla en sursaut à 3h12 du matin. Pas à cause d'un cauchemar, mais parce que le téléphone sonna 3 fois. Puis s'arrêta, suivi d'un message texte sans nom d'expéditeur, seulement 8 mots, reste où tu es. Enquête fédérale en cours. Rick Delroy se redressa dans l'obscurité, le cœur battant à contretemps. La pièce semblait étouffante, comme si le plafond venait de s'abaisser de quelques centimètres. Il regarda autour de lui, l'appartement exigu, les murs en bois vieillis, la télévision encore faiblement allumée sur une rediffusion d'un journal télévisé. Il ne se souvenait plus à quelle heure il s'était endormi, ni de la dernière fois qu'il avait dormi une nuit entière. Peut-être avant que son poing ne heurte le visage d'Aurora Ménard. Ou peut-être bien avant. Quand il croyait encore que le pouvoir était une arme et la loi, juste un bruit de fond. Il toucha son téléphone, le pouce tremblant légèrement. L'écran s'alluma avec un titre fracassant, 2e vidéo publiée. Un nouvel angle montre l'officier Rick Delroy écrasant la tête du lieutenant-général Aurora Ménard contre le capot avant de frapper. La phrase s'étirait, brutale, sans besoin d'interprétation. Il ne se souvenait pas que quelqu'un filmait. Il ne pensait pas avoir franchi la ligne. Mais maintenant, chaque image était assez nette pour glacer les os. Dans la vidéo, son visage n'était plus celui d'un officier en devoir. C'était celui d'un homme ivre de contrôle, agrippant le col d'une femme qui n'offrait aucune résistance. Aurora ne se débattait pas, ne criait pas. Elle le fixait simplement. Et c'était ce regard qui rendait son coup plus brutal que n'importe quelle frappe. Parce qu'il ne visait pas son corps, il visait sa dignité. Rick éteignit le téléphone, mais les sonneries continuaient d'écho dans son crâne. Un nouvel email, un nouveau tweet, un mème, un appel manqué d'un numéro inconnu. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, ouvrit Facebook, un endroit qu'il avait toujours moqué comme une chambre d'éco-walk. Et il vit sa photo, le visage rouge, brandissant une matraque comme une batte de baseball, la bouche ouverte en plein cri, sous-titré « Matraque plutôt que cerveau ». Des dizaines de milliers de partages, un post avec plus d'1 million d'interactions. Un commentaire épinglé en haut, il n'a pas besoin de perdre en justice. Il a déjà perdu dans le cœur des Américains. Rick lança le téléphone au sol. Mais il ne le brisa pas, car c'était la seule fenêtre par laquelle il pouvait encore mesurer à quel point il était haï. Et puis vint le vrai coup. Sur un forum technologique, un collectif de hackers anonymes lâcha une bombe. Rick Delroy, ancien membre du forum extrémiste White Lion 41, connu pour promouvoir la suprématie blanche, la haine raciale et des tactiques pour échapper aux enquêtes internes. En pièces jointes, des captures d'écran, des horodatages de connexion et des posts archivés du pseudonyme Stonefist 89, incluant des phrases comme « Il faut reprendre les rues, quoi qu'il en coûte ». Il avait écrit ces mots il y a 6 ans, quand il était encore novice, pensant que personne ne les retrouverait jamais. Rick laissa tomber sa tête dans ses mains. Une sueur froide collait à sa colonne vertébrale. Il n'avait pas encore peur, mais quelque chose le démangeait profondément, un vieux souvenir qu'il avait longtemps blanchi. Des moments où il avait utilisé la force sous prétexte de suspicion de drogue, des arrestations jamais enregistrées, des mots prononcés dans la nuit que personne ne pouvait vérifier. Tout cela n'était plus pardonnable. Il ouvrit son ordinateur portable.
Un billet de blog remplit l'écran. Titre, je pensais être la seule victime. Auteur, Malik Thompson, un homme noir, maintenant professeur d'éducation physique au Texas. Le billet racontait 2017, quand Malik fut traîné hors de sa voiture en pleine nuit sur l'île 95 par Rick, la mâchoire brisée pour excès de vitesse. L'affaire avait été enterrée. Pas de caméra. Personne ne croyait Malik, mais maintenant il avait la confiance qu'il n'avait pas à l'époque. Car maintenant, toute la nation avait vu qui était vraiment Rick. Rick se figea. Sa tête pulsait, non pas de honte, mais de rage. Je faisais juste mon travail, marmonna-t-il. Ce sont eux qui déforment tout. Mais lorsqu'il sortit, la réalité ne lui laissa plus de place pour se mentir. Il enfila une veste, releva sa capuche et marcha jusqu'à l'épicerie du coin où on le saluait chaque matin par un « Bonjour, chef ». Mais aujourd'hui, l'épicier détourna le visage. Un homme blanc d'âge moyen, tenant un sac d'épicerie, s'écarta lorsque Rick s'approcha du comptoir. Et puis un garçon de 6 ans, assis dans un chariot derrière sa mère, leva les yeux, pointa Rick et demanda « Maman, c'est l'homme qui a frappé la générale américaine ?» Le magasin devint silencieux. Rick resta là, le visage blême, la gorge nouée. La mère tira doucement la main de son fils, se détourna et ne répondit pas. Mais Rick savait que le monde entier avait répondu pour elle. Il sortit précipitamment sans rien acheter. Il ne savait pas où il allait. Il ne savait plus qui il était, car tout ce qui le définissait autrefois, l'insigne, l'uniforme, l'autorité ne pouvait plus masquer le nom désormais attaché à lui. L'homme qui avait frappé le général Aurora Ménard. Et pour la première fois en 20 ans, Rick Delroy ressentit quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de ressentir, être regardé comme s'il était moins. De retour à l'appartement, il verrouilla les 4 serrures de la porte. La télévision clignotait avec les informations du matin. L'officier Rick Delroy, autrefois autoproclamé guerrier de la loi, maintenant sous surveillance fédérale. La dernière phrase du présentateur coupa net comme une lame affûtée. Nous n'avons pas besoin d'hommes plus forts. Nous avons besoin de meilleurs. Rick éteignit la télévision, mais il ne pouvait éteindre les voix dans son esprit, car pour la première fois, il ne savait pas qui haïr, qui blâmer, car tout le monde pointait directement vers lui. Et la partie la plus terrifiante n'était pas le jugement du public. C'était lorsqu'il commença lui-même à se voir comme quelque chose au-delà de la rédemption. L'obscurité n'est pas toujours ce qui tue un homme en premier. Ce qui tue plus vite, c'est l'éclat soudain de lumière braquée sur un passé qu'il pensait avoir enterré pour de bon. Et pour Rick Delroy, cette lumière ne venait pas d'Aurora. Elle venait d'un nom qu'il croyait disparu de tous les registres pour toujours. Marissa Cole. Il y a 6 ans, une nuit pluvieuse de février, une femme noire fut traînée hors de sa voiture dans le parking souterrain des appartements Jefferson Square. Pas de contravention, pas de mandat d'arrêt, aucune raison officielle enregistrée, juste une brève ligne dans le rapport, résistance aux forces de l'ordre. Sujet non coopératif. Elle fut admise à l'hôpital avec une pommette enflée, une épaule disloquée et une fracture capillaire du crâne sans cause déterminée. Rick rédigea le rapport. Rick était aussi le seul à avoir accès aux images de la caméra de sécurité du sous-sol. Le lendemain matin, le système de surveillance fut signalé comme défaillant en raison de dégâts causés par l'humidité. Marissa ne porta pas plainte, non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce que personne ne l'aurait cru. Pas de vidéo, pas de témoin, pas de preuve que Rick avait fait quoi que ce soit de mal, sauf son visage. Et dans un système où il n'y a pas d'encre sur le papier, même le sang n'a aucun poids. Mais Aurora changea tout. Comme une vieille écharde repoussant à travers la peau, le cas de Marissa fut soudain extrait des archives. Une équipe d'enquête indépendante, mandatée par le procureur général de l'État, commença à éplucher tous les dossiers liés à Rick Delroy depuis 2015. La 3e nuit de l'enquête, ils trouvèrent un journal de données caché documentant un accès inhabituel au système de surveillance de Jefferson Square, exactement 3 minutes après que Marissa fut placée dans la voiture de patrouille. L'accès provenait de l'ordinateur de Rick. Objectif, supprimer la caméra 4. Les anciennes blessures de Marissa furent envoyées à un spécialiste médico-légal. Pendant 6 ans, elle avait vécu dans le silence, portant le résidu d'une vérité que personne n'acceptait. Mais maintenant, les nouvelles analyses crâniennes montraient un traumatisme incompatible avec la déclaration forcée de Rick selon laquelle elle était tombée dans les escaliers. La profondeur, l'angle, le motif de fracture, tout correspondait au récit original de Marissa. Il a écrasé ma tête contre la portière de la voiture 3 fois, puis m'a dit de dire que j'étais tombé pendant une lutte.
Le rapport atterrit sur le bureau de l'enquêteur principal Marcus Bell, un homme qui était resté silencieux pendant des années, mais qui, cette fois, n'avait plus d'excuses. Devant une caméra en direct, il regarda directement l'objectif et dit, sans le cas d'Aurora, ces dossiers seraient encore enfouis. Et je dois admettre, ce n'était pas juste l'échec d'un homme. C'était systémique. La salle de presse sembla vidée de son air. Un jeune journaliste dans le fond murmura dans son enregistreur, « Nous avons construit un point de contrôle, mais nous n'avons jamais vérifié qui tenait les clés. » Pendant ce temps, dans une autre aile de l'hôtel de ville, un rapport de 7 pages fut déterré. À l'intérieur, une liste de 5 incidents directement liés à Rick, tous rejetés. La raison, renvoyée en interne pour examen disciplinaire, mais il n'y avait aucun dossier disciplinaire, aucun nom de réviseur, seulement des résumés non signés et un tampon indiquant « Affaire classée ». La question était maintenant plus claire que jamais. Qui avait protégé Rick toutes ces années, et pourquoi? Au milieu de la tempête, un vieux nom refit surface. Carl Berman, l'avocat qui avait autrefois défendu Rick dans l'affaire Marissa, était maintenant celui qui déposait une pétition formelle auprès du Conseil de surveillance judiciaire pour retirer définitivement Rick des forces de l'ordre. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il se retournait contre son ancien client, il offrit un sourire sec. À l'époque, je pensais que Rick était juste victime d'un préjugé public. Maintenant, je sais qu'il a utilisé ce préjugé pour légitimer la brutalité. Je ne dépose pas ça par amertume. Je le fais parce que j'ai réalisé que j'avais autrefois permis à un monstre de sourire avant de frapper. La presse qualifia l'affaire Rouverte de coup de poignard du passé, non pas parce qu'elle infligeait de nouvelles blessures à Rick, mais parce qu'elle perçait chaque couche d'excuses, exposant une vérité plus profonde. Rick n'était pas tombé à cause d'Aurora. Il tombait depuis des années, et le système avait simplement prolongé cette chute sous le couvert d'une négligence légale. Cette nuit-là, Aurora fut vue pour la première fois depuis des jours, debout sous une lumière tamisée, regardant un grand écran dans la salle de conférence de l'hôpital. Elle ne parlait pas, ne hochait pas la tête, ne secouait pas la tête, juste un léger froncement de sourcils, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Le mal n'arrive jamais seul. Il vient avec la permission de ceux qui choisissent de ne pas savoir. Quand Rick apprit que l'affaire Marissa était rouverte, il frappa le mur de la salle de bain jusqu'à ce que sa main saigne. Le sang coulait le long de son poignet. Il cria, mais cette fois, personne n'entendit. Personne ne le défendit. Personne ne se tint à ses côtés. Il s'effondra au sol, le dos pressé contre le carrelage froid, la main encore humide de son sang. Et la première chose qu'il ressentit n'était pas la douleur. C'était le froid. Un froid intérieur. Le genre de froid qui s'installe chez un homme qui croyait autrefois être intouchable, pour découvrir que certaines choses ne peuvent être effacées quand l'histoire elle-même réécrit le dossier. Mercredi après-midi, pas de pluie, mais personne ne pouvait oublier le froid qui s'infiltrait dans chaque pore lorsque la porte de la chambre de défense 4 grinça en s'ouvrant. Le lieutenant-général Aurora Ménard n'entra pas comme quelqu'un venant parler. Elle entra comme si chaque pas rendait du poids à la chaise vide au cœur du système. La chaise laissée vacante depuis trop longtemps parce que les gens avaient trop peur d'entendre la vérité. Il n'y avait pas d'introduction, pas de musique de fond, personne ne parlait en son nom. Aurora se tenait droite au centre de la salle, l'uniforme impeccable, une petite cicatrice au coin de la bouche, pas complètement guérie, et son regard, ni rancunier ni provocateur, simplement impossible à détourner. Elle ne commença pas par des expressions creuses de gratitude. Elle ne mentionna pas le nom de Rick. Elle parla simplement. Sa voix, stable et lente. Chaque mot exhalait des poumons qui avaient autrefois goûté la fumée des champs de bataille. La première fois que je suis entré dans une zone de combat, j'avais 26 ans. Quelqu'un a dit que je portais mon fusil comme un bijou. Un autre a demandé, comment comptes-tu survivre avec des épaules aussi frêles? Je n'ai pas répondu, car je savais que seuls ceux qui survivent ont le droit de raconter l'histoire. La salle devint silencieuse. Personne ne bougea. Chaque caméra était pointée sur une femme qui ne faisait aucun effort pour dramatiser. Pas de tentative pour rallier. Pas besoin de crier. Pourtant, chaque mot tirait comme une balle, perçant les mensonges polis de ceux qui avaient autrefois siégé là, aveugles par choix. J'ai déjà recousu ma blessure dans une tranchée après que notre médecin fut tué par une explosion 5 minutes plus tôt. J'ai utilisé du fil de tente, tiré une aiguille du kit d'urgence, sans anesthésie. J'entendais encore mon escouade crier, mais je n'ai pas arrêté, car si je tombais, il n'y aurait plus personne pour les guider dehors. Son ton ne vacilla jamais,
toujours stable comme un moniteur dans une unité de traumatologie. Mais cette stabilité même glaça la salle, comme si elle lisait une histoire que tout le monde savait arracher des registres avant d'être écrite. J'ai porté le corps d'un camarade tombé, son visage presque effacé par des éclats, jusqu'à sa mère en Floride. Je me suis assis sur son porche, son urne à la main, et j'ai dit, je lui ai promis que si je survivais, elle n'aurait pas à la prendre par une voix du Pentagone au téléphone. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste tenu la main longtemps. Et c'était la première fois après la guerre que je n'ai pas voulu lâcher. Un général à la retraite, âgé, assis à l'extrême droite, autrefois le même homme qui, lors d'une réunion en 2012, avait aboyé à Aurora, « Tais-toi, tu ne comprends rien à la stratégie », demanda maintenant la permission de se lever. Personne ne le lui ordonna, mais tout le monde comprit. Certains honneurs ne se tiennent pas en s'asseyant plus haut, mais en sachant quand baisser la tête. Aurora ne le regarda pas. Elle n'avait pas besoin de pardonner. Elle continua, « Le champ de bataille n'a jamais été là où je suis tombé. C'est là où j'ai appris à me tenir debout. Et quand je suis revenu, je pensais ne plus jamais avoir à utiliser ce que j'avais appris dans un endroit qui sentait le sang. Mais ensuite, j'ai été frappé. Pas parce que j'avais tort, mais parce que quelqu'un croyait avoir le droit de frapper. Et je me suis relevé, pas parce que j'étais forte, mais parce que je savais. Je ne pouvais pas laisser cela devenir normal. » Pourtant, elle ne prononça jamais le nom de Rick. Pas une fois. Mais chaque mot qu'elle prononçait le tailladait. Pas avec une lame, mais avec des souvenirs dont il ne serait jamais digne de comprendre. L'homme qui m'a frappé n'est pas celui que je crains. Je crains ce qui lui a permis de croire qu'il n'en paierait pas le prix. J'appelle ça celui qui ne savait pas qu'il venait d'ouvrir les portes de l'enfer. Mais l'enfer ne vient pas d'en bas. Il vient du silence des plus hauts sièges. Pas d'applaudissements. Pas parce que ces mots manquaient de poids, mais parce que chaque main était crispée, essayant de s'accrocher à ces paroles comme si elles tenaient leur colonne vertébrale. Un sénateur essuya ses lunettes. Un journaliste posa son stylo, comprenant qu'aucun titre ne pourrait capturer la gravité de cet après-midi. Aurora balaya la salle du regard une fois, sans hausser la voix, sans incliner la tête. Elle conclut par une dernière phrase, puis se tourna pour partir, comme un commandant pourrait clore un ordre, non pour commander, mais pour réveiller. Nous avons envoyé des milliers à la guerre pour défendre cette nation. Ne laissez pas la nation devenir ce qui les oblige à se relever encore. Personne n'osa la rappeler, car tous savaient que ces mots n'exigeaient pas de réponse. Ils devaient seulement être entendus. Et pour la première fois, quelqu'un écouta vraiment, pas avec les oreilles, mais avec la honte, la responsabilité, le froid qui monte droit d'une conscience fracturée. Car ce jour-là, ce n'était pas le champ de bataille qui les jugeait. C'était l'histoire. Dès que les derniers mots d'Aurora s'éteignirent, l'Amérique commença à se lever. Pas à l'unisson, pas sur ordre, mais par instinct d'un peuple qui était resté silencieux trop longtemps et refusait maintenant de rester assis une seconde de plus. Le Congrès convoqua une audience spéciale dans les 48 heures suivant son discours. Le président de la Chambre ne tint pas de conférence de presse. Il se tint simplement dans la salle, brandissant un exemplaire plié et usé du dossier d'Aurora, et déclara, « Ceci est une assignation pour l'indifférence qui nous a égarés. » Personne n'applaudit, mais des centaines de micros s'allumèrent. Le drapeau ne flottait pas, mais chaque paire d'yeux dans la salle brûlait d'un feu. Le département de la justice annonça officiellement une enquête criminelle à grande échelle sur tout le département de police de la ville. Pas seulement Rick, mais chaque rapport modifié, chaque fichier audio perdu à cause d'interférences, chaque note disciplinaire interne estampillée, affaire classée, pour manque de preuves. Un porte-parole du département déclara simplement, « Il est temps d'arrêter de poursuivre les individus et de commencer à tenir responsables les systèmes qui les produisent. » Sur le mur d'un lycée dans le Wisconsin, un garçon blanc de 14 ans se tenait sous la neige, tenant une pancarte en carton, « Mon enfant ne les appellera pas colorés. Il les appellera des gens. » Pas de caméra, pas de professeur à proximité. Mais la photo de ce garçon, seul, fut partagée plus d'1 million de fois en un jour. Car, l'espace d'un instant fugace, l'Amérique se reconnut à nouveau, non dans la force, mais dans l'éveil. Une chaîne de télévision nationale refusa de rediffuser le discours d'Aurora, le qualifiant d'incompatible avec une position éditoriale neutre. 3 heures plus tard, plus de 100 marques, des banques au label de mode haut de gamme, annoncèrent qu'elles retiraient toute publicité. Un porte-parole de la plus grande entreprise de voitures électriques du pays déclara, « Si la vérité vous met mal à l'aise, arrêtez de diffuser des mensonges. » L'action de la chaîne chuta de 6% en 2 heures.
Pas à cause du marché, mais à cause de la moralité. Le hashtag #EleatNuCandice n'ont pas dépassé les 3 millions d'utilisations en seulement 36 heures. Nul besoin d'expliquer ce qu'il signifiait. Nul besoin de définir le mot « tenue », car ce n'était plus un verbe. C'était une empreinte dans la conscience collective d'une génération. Que certains avaient été silencieux parce qu'ils y étaient forcés, et d'autres parce qu'ils avaient choisi la sécurité du silence. Mais maintenant, tous se tenaient ensemble, car personne ne voulait que leurs enfants grandissent dans un monde où un coup pouvait être légalisé et l'honneur mis en attente. Un ancien président, qui avait esquivé toutes les déclarations sur la race durant son mandat, posta un seul tweet après près d'un an de silence. Certains se lèvent pour l'honneur. D'autres sont traînés par la culpabilité. Pas de tag, pas de mention d'Aurora. Mais la nation savait qu'il traçait une ligne entre ceux qui choisissaient de se lever et ceux qui ne bougeaient que lorsqu'ils étaient tirés du marais qu'ils avaient aidé à creuser. Des monuments, longtemps ignorés pendant des décennies, furent maintenant ressuscités, non en pierre, mais en récit. Les citoyens imprimèrent le discours d'Aurora et le placèrent dans les commissariats locaux. Une mère célibataire transforma la citation du garçon en t-shirt. 20 000 vendus en une semaine. Elle reversa tous les profits au fond des vétérans noirs pour que des gens comme elle n'aient plus jamais à se tenir seuls. Les présentateurs arrêtèrent de lire des scripts. Ils lurent le discours d'Aurora ligne par ligne comme une déclaration. Plus personne ne l'appelait une agression. C'était maintenant un moment de reckoning. Pas parce qu'Aurora avait été frappée, mais parce que l'Amérique réalisa enfin qu'elle avait vu cela auparavant, l'avait entendu, l'avait su, mais n'avait jamais parlé. Maintenant, il ne la laissait plus porter cela seule. Il ne la laissait plus être la seule à se tenir debout, car la dignité ne peut être déléguée. Elle doit être réclamée par les mêmes mains qui l'ont autrefois laissée partir. Aurora n'était pas au Congrès. Elle n'avait pas besoin d'y être. Elle ne donna pas de discours, ne fit pas d'apparition, ne signa pas de pétition. Mais chaque pas qu'elle avait fait, chaque fois qu'elle s'était tenue debout, chaque regard qui refusait de fléchir, avait montré à l'Amérique exactement où elle avait échoué. Et pour la première fois en décennies, la question n'était plus « Qui est-elle ?» C'était « Depuis combien de temps sommes-nous silencieux ?» Car aucun coup ne peut abattre une nation, mais le silence, lui, le peut. Un rugissement se leva, et cette fois, l'Amérique ne se rassit pas. Le faible bourdonnement de l'enregistreur remplit les premières secondes, 4 secondes exactement, juste assez pour que chaque auditeur ait l'impression d'entrer dans une pièce sans fenêtre. Puis vint la voix de Rick Delroy, pas en criant, pas enragé, pas hors de contrôle, comme certains auraient pu l'imaginer. Au contraire, il parlait lentement, mâchant chaque mot comme si chaque syllabe était forgée dans le mépris qui était depuis longtemps devenu son réflexe. Les femmes noires ne savent se taire que lorsqu'on les bête. Maintenant, elles veulent être générales. Pas de réplique, pas de coup sur la table. Dans l'enregistrement, Aurora ne dit rien. Elle resta simplement immobile. Et c'était ce silence qui rendait les mots de Rick plus venimeux que n'importe quelle échymose, comme s'il n'essayait pas de détruire la femme devant lui, mais la signification même de son audace à exister à un rang qu'il croyait ne jamais être destiné à cette peau, ce genre. L'enregistrement fut divulgué par un stagiaire à peine 2 semaines dans le travail. Il était assis à un mur de la salle d'interrogatoire, la main tremblante autour de son stylo, les yeux fixés sur la lumière rouge morte de l'indicateur de caméra et les oreilles captant chaque mot, sans obstruction par une vitre insonorisée. Dans une panique haletante, il activa l'enregistreur vocal de son téléphone, le serrant dans la poche de sa chemise comme si c'était la seule chose qui empêchait son cœur de tomber au sol. Cette nuit-là, il envoya le fichier à un ami travaillant pour un média indépendant, et au matin, le monde connut la vérité. Personne ne questionna la vraie nature de Rick après ses 18 minutes et 21 secondes. Personne ne blâma le stress du travail, l'état mental ou les circonstances pour excuser une voix aussi froide et tranchante qu'un serpent. Car ce n'était pas un dérapage. C'était une haine méthodique. Un langage qui n'avait pas besoin d'explicite pour faire frissonner la colonne vertébrale. Ce département est pour les vrais flics. Vous êtes juste un accident social en uniforme. Cette phrase fut extraite, bouclée dans les segments d'actualité, rediffusée sur les ondes nationales comme preuve psychologique d'un système qui avait cultivé, institutionnalisé la haine. Les présentateurs n'offrirent aucune interprétation. Ils n'avaient pas à le faire. Car la voix de Rick avait incinéré toute défense possible. Il ne le nia pas une seule fois. Lorsqu'il fut interrogé par les affaires internes, Rick s'adossa, les yeux mi-clos, arborant un léger rictus.
Le rictus d'un homme qui savait qu'il n'avait plus rien à perdre et donc rien à cacher. Sa offense par la vérité, dit-il, doucement, comme s'il lisait à voix haute un mémo de mémoire, non pour expliquer, mais pour provoquer. Cette phrase, rejouée lors de la session de la Commission des droits humains, fit poser son stylo à un commissaire en silence. Un journaliste vétéran retira ses écouteurs et quitta la salle sans un mot. Un congressman noir, longtemps adepte du sarcasme, tapa un message sur son téléphone. Ce n'est pas que c'est nouveau. C'est que nous l'avons laissé vivre trop longtemps. La salle d'interrogatoire n'avait pas de caméras actives lorsque Rick prononça ces mots. Il avait requis une maintenance du système, mais le son ne peut être effacé. L'enregistrement perdure comme un miroir tendu à la vérité. Le système a passé des décennies à éviter qu'il ne s'agissait pas seulement d'une inconduite, mais d'un ton cultivé chez ceux qui croyaient qu'un uniforme était une licence pour contourner la moralité. Aurora ne commenta jamais l'enregistrement. Pas de déclaration, pas de réponse aux médias, mais dans une photo prise alors qu'elle passait devant le Capitole, la lumière du soleil projetée sur sa légère cicatrice, les gens remarquèrent qu'elle tenait un vieux carnet en cuir. Les registres publics confirmèrent plus tard qu'il s'agissait de son rapport de terrain original de la campagne de Mossoul en 2018. Écrit à la main après 3 jours de silence suivant la mort d'un camarade, avec tout l'équipement de communication détruit. Le silence d'Aurora n'a jamais été une faiblesse. C'est l'écho de la discipline, de la retenue. Et maintenant, ce silence même étouffe l'arrogance de Rick sans un seul mot de réplique. L'audience à venir n'a besoin d'aucun témoin, seulement de la bande. Et dans cette salle, personne ne pourra nier que l'homme autrefois appelé officier de police est, en vérité, un produit dangereux d'un système trop effrayé pour se regarder en face. Rick Delroy n'est pas tombé à cause d'un coup. Il s'est effondré sous le poids de sa voix. Une voix dénuée de remords. Et malheureusement pour lui, cette fois, il n'y avait pas une seule oreille en Amérique prête à l'entendre à nouveau. Ce matin-là, la brume ne s'était pas encore levée des marches de pierre blanche menant au Mémorial national de la guerre. La première lumière du jour tombait doucement, pas radieuse, mais assez pour projeter une lueur douce sur les noms gravés des tombés. Sur fond de pierre grise, Aurora Ménard se tenait seule. Pas de sécurité, pas d'aide, personne à ses côtés. Elle portait son uniforme impeccablement, les bras reposant le long du corps, le visage nu, sans expression. La blessure sur sa joue gauche n'était pas complètement guérie. La peau sur sa pommette était tendue, frôlant une fine suture rougie. Mais ce n'était pas la blessure qui coupait le souffle des spectateurs. C'étaient ses yeux, ne regardant ni en haut, ni en bas. Elle fixait droit devant, sur un point invisible pour tous les autres. Quelque part entre les noms gravés dans la pierre et le soleil levant derrière son dos, cet instant n'était pas un changement de cycle médiatique. C'était une rupture dans la chronologie, et un photojournaliste, passant simplement par là pour photographier une série sur le retour des soldats pour un magazine annuel, leva son appareil. Il ne dit rien, n'appela aucun nom, ne demanda pas de permission. Il déclencha l'obturateur une fois. Pas d'ajustement d'angle, pas de changement d'objectif. Puis il s'éloigna. 3 heures plus tard, l'image apparut en première page de tous les grands journaux d'Amérique. Pas de légende, pas de guillemets, pas besoin de lieu ou d'heure. Au bas de la photo, en petits caractères, un seul mot, dignité. L'image fut placée à côté d'une photo de Rick Delroy, le visage rouge, la bouche ouverte, la matraque levée en pleine rage lors d'un interrogatoire précédent. 2 photos, 2 extrêmes, n'ayant besoin d'aucun commentaire. L'une était celle d'une femme qui ne disait rien mais faisait retenir son souffle à la nation. L'autre, un homme qui n'arrêtait jamais de parler et creusait sa propre tombe à chaque mot. Les médias n'utilisèrent pas de titre. Les spectateurs se dirent entre eux, la justice a été battue. Le mal était armé. Un psychologue de Stanford publia un court article académique, juste 300 mots, mais il se répandit plus largement que n'importe quel titre cette semaine-là. La première ligne disait, ce n'est pas le visage de la soumission. C'est une mesure morale, et ce que nous voyons dans son regard, c'est nous-mêmes. De ville à travers le pays, les gens commencèrent à se rassembler devant les mémoriaux de guerre. Pas avec des fleurs, pas avec des banderoles. Ils se tenaient simplement en silence. Beaucoup, surtout les femmes, commencèrent à imiter la posture d'Aurora sur la photo, debout, sans expression, les bras reposant doucement, les yeux fixés sur l'horizon. Une lycéenne à Minneapolis, lorsqu'on lui demanda pourquoi elle se tenait ainsi, répondit, parce qu'elle s'est tenue pour ceux qui ne le peuvent plus. Le mouvement se répandit comme une brume lente, sans organisateur, sans leader,
mais tout le monde connaissait son nom, Standstill. Pas de verbes énergiques, pas d'appel à l'action, juste un seul cadre. En quelques jours, des photos surgirent à travers le pays de personnes se tenant devant des monuments, des murs, des cours d'école, des couloirs d'hôpitaux, reproduisant exactement la posture, l'inclinaison de la tête, le regard. Rien de dramatique, mais tout le monde savait qu'il tentait d'imprimer une image qui n'appartenait plus à une personne, mais à la mémoire d'une nation qui était autrefois restée silencieuse, avait baissé la tête, détourné les yeux. Maintenant, il se tenait debout. Aurora ne commenta pas la photo, ne la reposta pas, n'y fit pas référence. Mais un soldat à la retraite au Texas écrivit sous un post sur les réseaux sociaux, « Cette image n'a pas besoin qu'elle l'explique. Elle a déjà rendu le verdict. » Lorsqu'un magazine de photographie demanda les droits pour l'exposer, le photographe refusa tout profit. Il répondit simplement, « Je ne l'ai pas prise pour vendre. Je l'ai prise pour que les gens se souviennent. » Personne ayant vu cette photo ne demandait plus qui était Aurora. Personne n'avait besoin de l'entendre parler, car ils avaient entendu sans son, à travers un regard silencieux comme la pierre, inébranlable comme la frontière entre l'honneur et le compromis. La photo n'était pas une preuve. C'était une déclaration qui n'avait besoin d'aucune salle d'audience. Et quand une seule photographie fait taire une nation entière, ce n'est plus une image. C'est une phrase. La photographie circulait encore. Sur l'écran principal de la salle de stratégie au 2e étage du Pentagone, l'image d'Aurora, debout silencieuse devant le mémorial de guerre, remplissait tout le cadre. Pas de légende, pas de slogan, pas de rapport. Pourtant, elle trônait là comme une lame froide plantée au centre de la salle de briefing, et aucun des 6 personnes dans cette pièce n'osait croiser son regard trop longtemps. La porte automatique se scella précisément à 9 heures. La réunion commença. Pas d'enregistrement, pas de procès-verbal. Seulement 6 paires d'yeux portant le poids de tout l'appareil de défense des États-Unis. Chacun se posant silencieusement la même question, intervenons-nous ou restons-nous en retrait? Le secrétaire adjoint à la Défense ouvrit avec une déclaration brutale et sans filtre. Aurora Ménard n'a pas demandé de protection, mais le public présume que nous la protégerons, et si nous ne faisons rien, cette présomption devient une accusation. Personne ne répondit. Un général de l'Air Force jeta un coup d'œil à travers la table. Un conseiller politique se pencha en avant, ouvrant un dossier marqué en rouge intitulé « Stratégie de messagerie d'urgence ». Mais avant qu'elle ne puisse commencer, un général de l'armée, cheveux gris coupéra, voix graveleuse, parla platement, « Si nous restons silencieux, cet uniforme ne sera plus qu'une peinture couvrant une structure pourrie. » Personne ne le contredit, mais personne ne hocha la tête non plus, car dans l'air lourd de cette pièce, chaque décision n'était plus personnelle. C'était un point d'inflexion stratégique pour un système longtemps habitué à gérer le silence avec le langage de la procédure. Un assistant à la sécurité nationale proposa une idée, nous pourrions envisager de déployer le lieutenant-général Ménard à l'étranger sous couvert d'une mission officielle pour réduire l'exposition médiatique pendant cette période. Pas pour l'exclure, juste pour préserver la posture institutionnelle. Avant que la phrase ne soit terminée, un autre fonctionnaire, qui feuilletait silencieusement des pages depuis le début de la réunion, parla pour la première fois, l'envoyé à l'étranger n'est qu'une forme polie d'exil. Et cette fois, le public le saura. Un silence d'une minute entière suivit. Puis le dossier de la proposition fut écarté, jamais rouvert. À cet instant précis, un email interne divulgué apparut sur les réseaux sociaux. La phrase surlignée, ornée du logo du Pentagone, se répandit comme une traînée de poudre, nous ne faisons pas face à une simple agression. Nous faisons face à un effondrement de l'éthique nationale. Personne ne revendiqua la paternité. Personne ne confirma la source. Mais le public s'en moquait. Pour la première fois, il croyait en une déclaration sans porte-parole, car elle était plus honnête que n'importe quel communiqué de presse officiel qu'ils avaient entendu. Aurora continua d'ignorer chaque appel du département de la Défense. Sa secrétaire personnelle confirma, elle n'acceptait ni rendez-vous, ni briefing, ni réponse. Elle envoya juste une ligne au bureau des politiques, merci, mais je n'ai pas besoin d'être sauvée. Cette phrase fut imprimée et placée au centre de la table de conférence comme un ordre de cessez-le-feu sur toutes les justifications. Personne n'en reparla, car toute interprétation en aurait réduit la force. Ce refus, froid, précis et commandant, portait plus de puissance que des pages de déclarations officielles. La session fut ajournée à 10h17. Pas de résolution, pas de déclaration. Une seule vérité restait, silencieusement comprise. Aurora n'avait besoin de personne pour parler pour elle,
Mais si le système échouait à parler du tout, c'est le système lui-même qui serait jugé à la fin. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, le Pentagone réalisa que toutes les guerres ne commencent pas par des coups de feu. Certaines commencent par un souffle de vent et se terminent dans le silence de ceux qui croyaient pouvoir rester à l'écart. Rick entra dans la salle d'audience comme un homme montant sur un échafaud sans entrave. Pas de menottes, pas de chaînes. Pourtant, le poids des 36 marches le clouait plus fermement que n'importe quel shackle dans l'histoire de la justice.